Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus dans Apéro BTP, votre émission où nous invitons les acteurs du BTP et où nous parlons des sujets qui passionnent chacun de nous. Aujourd'hui, l'entrepreneur que j'ai reçu pour vous, il a plusieurs codes à son lac. Il a un groupe qui regroupe 7 départements. Et la plupart des départements, les activités qu'il mène dans son groupe sont des activités vraiment innovantes. Il fait de l'innovation dans ses modèles économiques, dans ses activités. Au cours de cet échange, on ne va pas parler de ces activités, nous allons parler beaucoup plus de son parcours, du parcours de la personne, de comment il a su mettre en place son groupe. Mais essentiellement, nous allons parler du BIM. Parce que, comme vous le savez, le BIM, c'est, on va dire, la révolution industrielle mais qui vient déjà dans le secteur du BTP. Ça a plusieurs avantages. Beaucoup l'exploitent déjà, beaucoup le mettent déjà dans leur projet. Mais au cours de cet échange, vous aurez beaucoup plus sur le BIM. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Quels sont les enjeux du BIM? Et surtout, quels sont les fondamentaux du BIM? Je vous exhorte à rester jusqu'à la fin. Et si vous trouvez ça long, prenez une pause, dormez et revenez pour continuer à regarder ça. Monsieur, Bonjour Monsieur Charles, vous allez bien? je vais bien et vous? Ça va bien? Ok. Ok. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci d'avoir accepté ma modeste personne aussi sur votre plateau. D'accord. Et parlez-moi un peu de vous d'abord et de vos activités. Voilà, moi je suis Gilles Eric Aïe. Je suis ingénieur génie civil et je suis ingénieur méthode par la force de l'expérience, ingénieur économiste, project manager, mais construction project manager, c'est-à-dire gestion de projets de construction. Je suis expert immobilier agréé et je suis consultant formateur senior et je suis marié et père. D'accord. Vos activités. D'abord, votre entreprise s'appelle comment? Mon entreprise s'appelle Africa Building Group and Partner. C'est essentiellement un cabinet d'études qui fournit des prestations intellectuelles dans le domaine du management des projets de construction. Ce que nous avons fait le plus souvent, c'est le management des sites de construction, jusque-là. Ok. Et mon entreprise Africa Building Group and Partner fournit plusieurs prestations à travers ces 7 départements. On a 7 départements. Le premier département, c'est le TABIM, le Technical Assistance and BIM Management, qui est un département qui fait de la gestion de projet et il fait aussi le BIM Management. Et nous avons le deuxième département qui est de SDM, Structure Design Management, qui est un département qui fait de l'étude de structure, et nous avons un département qui s'appelle le HRM qui est Human Resource Recruitment, qui est un département qui met à disposition du monde industriel des cadres qualifiés, des cadres compétents, des cadres locaux, ici au Bénin et dans la sous-région. Ce département est né parce que nous-mêmes, quand nous sommes installés, nous avons des difficultés à nous entourer de cadres. Donc on s'est dit, cette difficulté peut être un sujet d'entreprise. On peut être un service qu'on va rendre pour alléger la tâche aux entrepreneurs du BTP et du monde industriel pour trouver les talents qu'il faut, les talents dont ils ont besoin. Et nous avons un département qui s'appelle le TLM, le Training and Learning Management, qui est un département de formation et de stage qui permet aux étudiants, aux entrepreneurs, aux cadres, aux ingénieurs de venir se former sur des thématiques données, de venir faire des stages sur des thématiques données. Et ce département aussi est né du fait que quand nous avons commencé notre entreprise en 2020, on a senti le besoin de former les jeunes ingénieurs qui étaient avec nous sur certaines thématiques dont ils n'avaient pas l'expérience et ils n'ont pas eu la chance d'apprendre à l'université. Donc, on a dû créer ce département, d'abord pour nous servir, et puis après, qui a commencé par servir beaucoup d'entreprises dans le pays et dans la sous-région. La fois passée, j'étais en Côte d'Ivoire
Et nous avons quand même fait un certain nombre de prestations là-bas avec certaines entreprises dont je tais le nom. Et après ça, il y a le département REM, qui est Real Estate Management, qui est un département de promotion immobilière, mais dans le sens de l'accompagnement du promoteur immobilier. Donc, de l'accompagnement du promoteur immobilier, pas de la gestion locative tout de suite, mais l'accompagnement du promoteur immobilier à réaliser son projet immobilier. Et nous avons le département Life and Business Coaching, qui est un département de coaching de vie et d'affaires qui surprend beaucoup de personnes quand on parle de coaching dans le BTP, mais en réalité, pour être un cadre compétent, il faut avoir un bon mental, surtout sur le chantier où on est souvent très stressé. Donc, on a créé ce département pour pouvoir écouter les cadres qui peuvent disjoncter, enfin, excusez-moi le terme, qui peuvent être déprimés à cause des pressions, voilà, des pressions de délai et tout, et qui peuvent aussi avoir des difficultés à s'exprimer, diriger des réunions, donc leur donner beaucoup plus de potentiel et même jusqu'à gérer à leur niveau le dialogue conjugal. Parce que quand ils ne sont pas stables à la maison, ils n'ont pas d'efficacité au boulot. On a créé ces départements qui sont venus juste du fait des besoins que nous avons remarqués sur le terrain. Vous voyez un peu. Et c'est des départements qui sont assez novateurs et qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de l'affluence. Ils n'ont pas de l'affluence parce que tout le monde ne sent pas encore le besoin de recourir à ça. Mais nous pensons futur et nous disons que ça va être saturé d'ici peu. D'accord. D'accord. C'est beaucoup de choses, hein? Oui, c'est beaucoup de choses. Oh. OK. Comment vous arrivez à gérer autant de départements au sein de votre groupe? Oui, mais j'ai fait des choses extraordinaires. Je qualifie ça moi-même d'extraordinaire parce que chaque département est manager. Les managers sont généralement des spécialistes de leur domaine. BIM, c'est quelqu'un qui sait faire de la gestion de projet et qui s'y connaît en BIM. SDM, c'est quelqu'un qui sait faire de l'étude de structure. REM, quelqu'un qui connaît la promotion immobilière et qui s'est entouré d'experts pour travailler. Donc, ces départements sont gérés par des managers qui ont leur compte d'exploitation, qui ont leur compte de résultats, qui peuvent dire voilà ce que je coûte à l'entreprise et voilà ce que je ramène comme bénéfice. HRM, c'est géré par quelqu'un, actuellement par une dame qui a 12 ans, plutôt 14 ans d'expérience en termes de gestion de la ressource humaine dans le domaine du BTP. Elle a une expérience purement BTP. 14 ans d'expérience en BTP avec une maîtrise en gestion de ressources humaines. Donc, elle gère ce département. Donc, on a des managers à chaque département qui ont des résultats donnés, qui gèrent ça comme des entreprises, qui ont des résultats à donner à chaque fin du mois. Et déjà, on suit l'évolution partielle à travers les codis hebdomadaires. Et moi-même, je couronne tout ce monde-là pour leur apporter des appuis. Vu mon expérience dans ces différents domaines, pour leur apporter des appuis dans le management de leur département. Moi-même, je suis le general manager, donc je couronne tous ces départements dans la gestion de l'atteinte des résultats. Et j'ai fait quelque chose d'extraordinaire parce que je me permets même des fois de m'absenter pendant longtemps parce que moi-même en tant qu'ingénieur, je peux être appelé à des formations, à des expertises. Et actuellement, je suis appelé à gérer un chantier parce que le profil qu'on recherchait, je n'avais pas trouvé ça d'ici, tout le chantier devait démarrer. J'ai dû donner mon profil, donc ce qui fait que je suis à 100% absent à l'entreprise. Et les gens me disent, mais comment tu peux confier des choses comme ça à des Béninois, être tranquille? Mais c'est des Béninois qui gèrent, il n'y a pas d'expatriés. C'est vrai qu'on a des consultants expatriés, tunisiens, marocains qui travaillent avec nous, togolais, ivoiriens, mais c'est purement des Béninois qui gèrent et ça se passe bien. Et on arrive à faire des codires en ligne et qui j'ai du temps, je passe dans l'entreprise pour faire quelques mises au point et ça se passe plutôt bien depuis pratiquement 3 ans que je gère ce projet. Voilà. Wow. OK. Parlons, on va parler après de comment vous arrivez à dénicher ces managers-là. Donc, on peut comprendre que toutes ces activités, ce n'est pas que c'est vous qui gérez tout ça, c'est pas que vous avez une entreprise qui fait tout ça et c'est vous qui êtes au fou et au moulin à la fois. Non, c'est pas moi qui gère tout ça. Il y a des gens qui sont en contact des clients, qui vont rencontrer les clients. Il y a des clients qui ne me connaissent même pas. Okay. Il y a des clients qui ne me connaissent pas, mais quand ça arrive à un niveau peut-être supérieur, quand les clients demandent vraiment à me voir ou s'il y a des négociations qui les dépassent, j'apparais. C'est des clients qui ne me connaissent pas, c'est le manager qui les rencontre, qui gère ça comme leur entreprise et qui rend compte tout simplement. Ok. Voilà. Aujourd'hui, votre groupe a combien de collaborateurs? Aujourd'hui, nous avons environ une dizaine de collaborateurs permanents. Permanents, environ. Et il y a des consultants
Environ, nous avons 15, un peu moins de 15 collaborateurs qui sont des consultants sur des projets, qui sont permanents sur des périodes de projets. Après les projets, ils ne sont plus avec nous. Voilà, donc environ, nous sommes à une dizaine en permanence et une quinzaine Comme consultant extérieur sur chantier. Maintenant, comme consultant et formateur et consultant ponctuel, on a une liste de plus de 50 consultants qui travaillent avec nous, oui, qui travaillent avec nous dans tous les secteurs que nous embrassons. Voilà. Okay. Quelqu'un peut avoir pour idée, au sein de son entreprise, d'avoir plusieurs départements. Mais c'est la délégué qui est le souci. Ouais. Quand vous avez commencé, par quelle activité vous avez commencé et comment vous avez su implémenter ou bien implémenter chacun les autres départements? Oui, en fait, j'ai commencé un peu bizarrement. J'ai commencé immédiatement avec tous les départements. Ah bon? Oui, en fait, c'est une entreprise que j'ai conçue pendant que j'étais au chômage. Donc, je passais mon temps au chômage à écrire mes projets dans des cahiers. Non, vous êtes ingénieur. Comment vous êtes au chômage? J'ai été au chômage parce que j'avais un contrat à l'extérieur au Burkina avec un compatriote béninois et pour ça, j'ai dû démissionner de mon entreprise. De mon entreprise, j'étais ingénieur, je travaillais avec une entreprise en 2018-2019 et donc en 2018, j'ai démissionné. J'ai démissionné en 2018 plutôt et j'attendais de partir au Burkina, mais le projet n'a jamais d'ordre de service parce que c'est un projet public. Donc, il n'a jamais l'ordre de service. Donc, je ne pouvais pas voyager. Je suis resté en chômage pendant pratiquement 6 mois. 6 mois, oui, j'avais pratiquement 6 mois de chômage. Il fallait payer la maison et puis j'avais 4 enfants. Donc, il fallait payer, oui, il fallait payer la scolarité, nourrir la famille et tout. Et bizarrement, mon épouse était enceinte du 5e. Donc, elle ne pouvait pas aller travailler parce qu'elle est l'esthéticienne. Elle ne pouvait pas aller faire son métier avec le ventre. Donc, on était vraiment à la maison et on vivait de l'économie qu'on avait fait tout là. Donc, je me suis rendu compte que vivre comme ça, ce n'est pas une bonne manière. Il faut créer une entreprise. Chaque fois que je travaille avec des entrepreneurs, il faut que moi, je crée une entreprise, que ça soit périn et que je puisse avoir un revenu et qui vienne. Voilà, je pensais que c'était un truc facile. Donc, j'ai acheté des cahiers et chaque fois que j'écrivais le projet d'entreprise, j'ai écrit plein de cahiers. Les idées que vous aviez. Les idées que j'avais, j'écrivais. Et je suivais des formations en ligne et en présentiel. Il y avait des cabinets qui faisaient des formations comme moi. J'allais sur des formations d'entrepreneuriat, en formation, comment former les gens, faire de l'andragogie, tout ça. Des formations pédagogiques. Voilà, pédagogique, voilà. Donc, j'allais sur des formations et j'écrivais tout ce qui devait rentrer dans. Et puis, un de mes formateurs qui était un coach aussi, à qui je fais un clin d'œil, Emmanuel Baounou, m'a dit, écoute, vas-y, lance-toi. Donc, qu'est-ce que tu attends? J'ai dit, c'est vrai, je peux. Il dit, mais vas-y. Je me suis lancé, mais là, j'ai souffert de la manière la pire possible. J'ai fait 1 an à ne rien produire. Parce que, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. À ne rien produire, à payer le loyer, à payer les salariés. Tout ce qui vient, je paye les salariés, moi, mais je n'ai rien. Donc, j'ai dû. Donc, pendant 1 an, vous arrivez quand même à avoir des clients. J'ai des clients. Seulement que. Je n'ai pas de résultats. Tout allait dans les loyers. Voilà. Et le salaire des collaborateurs. Voilà. Je n'ai pas de résultats. J'ai payé les gens, mais moi, je n'avais rien. Donc. Et ça, c'est en 2020. C'était en 2020. C'était en 2020. En 2020. Donc, j'étais obligé de travailler encore. Donc, d'aller prendre des consultations chez des cabinets, de travailler avec eux, etc. Et en même temps de gérer mon cabinet. Donc, d'où l'idée est venue de créer les départements. Donc, j'ai créé l'entreprise avec les départements en même temps, le même jour. J'avais les 7 départements qui sont nés le même jour. Et j'avais jumelé les managers. Donc, j'avais mis des départements ensemble pour ne pas avoir trop de managers. Oui. Et quand ça se développe, je ne sais pas, par exemple, quand HRM, le recrutement s'est développé, maintenant c'est un seul manager qui gère ça. Alors qu'avant, HRM était géré par celle qui gérait la formation. Elle gérait les deux, elle gérait même le secrétariat. Donc, j'ai essayé de gérer comme ça, mais les départements fonctionnaient tous au même moment. Donc, j'avais très peu de clients en business, coaching. Et donc, voilà comment ça évoluait. Et donc, quand je travaillais,
je me suis dit, ben, il faut quand même organiser la chose de sorte à ce que je ne sois pas toujours nécessaire à l'entreprise. Donc, voilà comment j'ai eu l'idée d'autonomiser les managers pour qu'ils puissent gérer la chose. J'avoue que jusque-là, ce n'est pas encore complètement stable, ce n'est pas facile, mais j'ai beaucoup plus de sérénité maintenant quand j'aborde la question de cette entreprise. D'accord, d'accord. Ouais. Vous avez dit que vous avez commencé, vous étiez en chômage, vous avez commencé, et après vous avez créé l'entreprise avec beaucoup de départements. Ouais. Par quoi vous avez commencé? Quand vous avez commencé, vous avez voulu démarrer. Par quelle activité vous avez commencé? SDM, Structure Design Management. Ce que j'essayais de faire le mieux, de faire des études pour les gens et contrôler les chantiers, les dimensionnements, contrôler les chantiers. Donc, le premier chantier que j'ai eu, c'est avec une société, je ne sais pas si je peux dire le nom. Allez-y. Voilà, donc avec Oris. Oris Bank. Oris, non, Oris. Oris, oui. Voilà, donc on devait construire des stations de pétrole. Donc, j'ai dû contrôler les chantiers de Candide Nati-Tengu. Voilà, donc c'est le premier. En tant que cabinet de contrôle. D'accord. Cabinet de contrôle. Donc, c'était le premier marché que vous avez eu? Oui, c'était le premier gros marché que j'avais. Ok, quand vous avez créé le cabinet? Oui, j'avais des marchés familiaux. Il y avait un ami qui m'a confié le contrôle de sa maison. Il voulait faire des maisons louées à Calavi. Il m'a confié ça, donc je lui ai fait les plans, j'ai fait le contrôle et il me payait 100 000 francs le mois pour les frais de contrôle parce qu'il voulait que je contrôle ses maçons. Et puis j'avais aussi un beau-frère, père à son âme, l'honorable David Bemba, qui est mon beau-frère, qui est le mari de ma soeur et qui m'a confié aussi ses chantiers. Donc je contrôlais ces chantiers. En 2020 toujours? En 2020 toujours. Donc il me payait par mois quelque chose. Pour faire tout là. Donc tout ça partait sur les ingénieurs parce que. Oui, parce que chaque fois que vous prenez ce marché là, c'est pour payer le loyer. Vous payez le loyer, payer les ingénieurs. Les salaires. Voilà. Et quand l'ingénieur devient plus grand, il ne prend plus ses salaires. Donc il doit prendre un autre jeune ingénieur. Oui. Et après, j'ai eu vraiment un gros marché avec Oris. Et c'est vraiment le premier gros marché. Et j'ai continué par avoir des marchés avec de gros cabinets de la place et même de l'international, oui, sur région. Ok. Donc, c'est quand vous avez eu ce marché, en 2020. Oui, en 2020, oui. Et ce marché que vous avez eu avec Oris, c'était un appel d'offres ou bien c'était... C'était une consultation restreinte. Okay. C'était une amie qui travaillait là-bas et qui cherchait des entreprises, donc qui a demandé de déposer. J'ai déposé et ils ont sélectionné et puis ils m'ont sélectionné. Je pense que j'étais le moins 10 ans parce que je n'avais pas trop de charges. Donc, votre devis était plus favorable pour Donc, j'étais le moins 10 ans et je tremblais beaucoup. Mais après, bingo, ça a marché. J'ai dit, donc je peux gagner quelque chose. Et j'ai exécuté le marché. Et ça n'a pas été simple, mais on a exécuté à la satisfaction du client. Et voilà, après l'aventure a continué avec Oris, on a fait des contrôles avec Oris jusque-là. Ils m'appellent simplement dans les bases de données, ils regardent, ils m'appellent. Donc, chaque fois qu'ils ont une station à construire. Les stations, il y a de gros cabinets qui travaillent avec eux. Hein. Il y a de gros cabinets, je sais qu'ils travaillent avec eux. Mais ils distribuent un peu à tout le monde. Oui. Voilà, donc pour nous, les petits cabinets, on a nos petits marchés. Pour les gros cabinets, ils ont les grands marchés de contrôle. Oui. Voilà, donc voilà comment j'ai capable de travailler avec eux. D'accord. Voilà, c'est comme ça depuis que je suis rentré dans la maison. Je n'ai plus aucune relation dans la maison aujourd'hui parce que l'ami en question est parti quelques mois après. Il a démissionné, c'est ça? Oui, je crois, je sais pas. Il n'est plus dans l'entreprise? Il n'est plus dans l'entreprise quelques mois après, donc. Mais depuis 3 ans, de temps en temps, il m'appelle, il me confie des choses et on essaie de les satisfaire. Voilà, on fait un peu d'expérience aussi avec ça. D'accord. Ouais. On va faire un point en arrière. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fait, on peut déjà comprendre que vous avez travaillé avec des entreprises avant d'ouvrir votre cabinet? Oui. Pendant combien de temps environ? J'ai fait 20 ans de... 20 ans? 20 ans de travail, oui. Non, excusez-moi, pas 20 ans de travail. J'ai fait 17 ans. 17 ans? Oui. Vous voulez dire que vous avez 17 ans d'expérience? Oui. Aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience. Mon cabinet fait 3 ans. Donc, vous, en tant qu'ingénieur, vous avez déjà 20 ans d'expérience? Oui, j'ai déjà 20 ans d'expérience. Mais ça c'est sympa. Ça, c'est sympa. Mais que Dieu fasse que ça se sente jamais. Amen. Je ne veux pas que ça se sente, en fait. Vous voulez ça? Non, je parle des bacs blancs. Oui, je ne veux pas que ça se sente, en fait. Ok. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur en 2004.
2004, ouais. 2004, j'avais 22 ans. Voilà, Oh. donc oui, j'avais 22 ans. Donc, après 17 ans de Vous avez travail, 22 ans. oui, j'avais 22 ans. À 22 ans, vous étiez ingénieur. J'étais ingénieur à 22 ans, oui. Et Oh. c'était CPU à l'époque. Oui, c'était C'est ITAC aujourd'hui, oui. Voilà. Donc, 22 ans, hein. oui, 22 ans, oui. Oh. Mais dans le temps, comment vous arrivez à affirmer votre expertise? J'ai- Un jeune de 22 ans, ça se voit. Oui. C'est bizarre, les gens me faisaient confiance. J'avais quelque chose qui peut-être n'était pas physique. Parce que, vous savez, j'ai travaillé avec des grands ingénieurs de ces pays que je respecte. Et je disais, j'étais ingénieur. Et ils me confiaient des travaux, ils me confiaient des R+5 à calculer. Et donc, ils me faisaient confiance. Déjà en classe, ils avaient appris que j'avais de bonnes notes. Et que en classe déjà, j'utilisais la calculatrice HP49G. C'est une calculatrice programmable. Oui. Voilà. Et donc, nous, en ce temps, on n'avait pas robot ni AutoCAD. Donc, c'est sur ça qu'on programmait. Ah ouais, en 2000, si déjà vous êtes sorti en 2004, Voilà. c'est que vous êtes entré vers les 99. Oui, 99. En fait, j'ai eu mon bac en 98. J'ai fait 2 ans de mathématiques supérieures. J'ai fait 4 ans de génie civil. Donc, en ce moment, c'était les calculatrices programmables. Oui, parce que même les ordinateurs n'étaient pas Non, démocratisés comme ça. j'étais le seul dans ma classe. Non, j'étais parmi les 3 qui avaient d'ordinateur dans la classe. Les 3 qui avaient d'ordinateur dans la classe en 2002. En Ordinateur de bureau, bien Ordinateur de bureau, c'était des ordinateurs cathodiques. Des ordinateurs de bureau, c'était pas des portatifs. Que ma maman, paix à son âme, Christine Amandé, épouse Biobou, m'avait acheté. Elle avait vendu tout ce qu'elle avait pour m'acheter un ordinateur. Wow. Elle s'est sacrifiée, elle n'était pas riche, elle est enseignante. Voilà, elle est enseignante. Donc, elle s'est sacrifiée pour m'acheter ça. Ben, j'ai dit, je voulais un ordinateur. Donc, depuis 2002, moi, j'utilisais l'ordinateur. Et donc, j'émulais la calculatrice sur l'ordinateur. C'est en 2003 que j'ai découvert Robot, AutoCAD et tout ça. Je n'ai pas travaillé avec ça. Mais pendant tout le temps, on travaillait avec la calculatrice programmable et on se faisait remarquer par les professeurs. Oui, parce que, ouais. Voilà, ils voyaient qu'on était des jeunes, tout ça. Donc, ça fait que j'avais plus de confiance en moi et je m'affirmais, malgré ma jeunesse, je m'affirmais quand même. Je me souviens une fois quand j'ai dirigé les travaux de l'hôtel Azalaï, j'ai été directeur des travaux de l'hôtel Azalaï. C'était en 2008. Et j'avais le fournisseur de bois était venu, il avait livré les bois, il avait béni les bois et sans que je ne contrôle les diamètres, parce qu'on voulait des diamètres de 12 cm. Donc j'ai crié au téléphone, je disais, mais si tu livres le bois sans que je ne contrôle, je vais te renvoyer. J'ai crié tellement au téléphone, et quand je suis venu, c'était un ami qui m'a conduit avec une voiture. Donc, avec la voiture de ma mère dans le temps, donc l'ami m'a conduit. L'ami était babu, il était géant, babu, beaucoup plus âgé que moi. Oui. Quand l'ami est sorti, il est parti vers l'ami et dit, c'est moi. Et l'ami a dit non, c'est lui. Il m'a regardé parce que le fournisseur était géant, il était bien trapu. Voilà, c'était un gars de chez nous là-bas, à Dja, il était du Mono, donc il était bien trapu. Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est toi qui cries? C'est toi là qui crie comme ça? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Donc, il était surpris de voir la personne qui criait. Je n'avais l'air de rien. Je n'avais l'air de rien. En ce moment, vous devez avoir les 26 ans. Je devais avoir 26. J'avais 26 ans dans le temps. Oh. Voilà, elle dans le temps. Donc, c'était un peu ça. D'accord. Mais j'avais déjà cette image que les gens avaient de moi en classe, que mes professeurs avaient de moi, un peu déformée aussi, hein, parce que les gens pensent que je fais des miracles. Donc, c'est pas toujours vrai. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un, j'ai été chanceux. Mon parcours, c'est de la chance. J'ai été chanceux, j'ai fait tous les domaines, enfin pas tous les domaines, beaucoup de domaines dans le bâtiment. J'ai fait le laboratoire, j'ai fait le bureau d'études, dessinateur, ingénieur d'études, directeur technique, j'ai fait le chantier, chef chantier, conducteur de travaux, directeur de travaux, directeur de projet adjoint, directeur de projet, chef de mission adjoint, chef de mission. Donc, j'ai eu de la chance de parcourir tous ces secteurs-là. Donc, j'avais quand même une certaine expérience dans le domaine, mais tout ça que j'ai fait, c'est de la chance. Ce n'est pas un mérite particulier. Bon, c'est vrai que les gens, c'est de la chance parce que les gens parlent un peu de moi comme quelqu'un d'extraordinaire, mais je ne fais pas des miracles. Je suis comme tous les autres ingénieurs. Juste que Dieu m'a favorisé un peu plus la tâche. Que les autres. Oui, et je me suis mis au travail. Parce que quand Dieu te donne la chance, il faut travailler. Oui. Parce que moi, j'appelle la chance
c'est la préparation plus l'opportunité. Quand vous avez l'opportunité et vous êtes préparé à ça, vous saisissez le poste. Oui. Mais quand vous n'êtes pas préparé à ça, l'opportunité vient, mais vous ne pouvez pas saisir le poste. Oui. Voilà, donc il faut aussi le travail et voilà quoi. D'accord. D'accord. Ok. Donc, toutes ces expériences ont fait que quand vous avez commencé en 2020, vous avez dit une pause parce que ça, c'est pas le chômage. Vous avez commencé en 2004 et en 2018. Ouais. Ça a été pendant 6 mois. Vous avez continué. C'est une pause. C'est une pause. C'est une, on va dire, c'est une pré-retraite. C'est une pause, mais ça vit des économies quand même. Ah ouais, ouais. Ça vit des économies, ça vit tellement des économies que pour redémarrer en entreprise, ça a été C'était compliqué. pas facile. Ouais. Mais tout ça, toutes ces expériences ont fait que quand vous avez commencé, vous n'avez pas été un entrepreneur débutant. Parce Ah que oui, quelqu'un oui. qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, qui a fini son diplôme et qui crée une entreprise, d'abord, même en termes de contact avec l'humain, il n'a pas cette habitude. Ouais. D'avoir le contact avec les gens, Ouais. de gérer des projets, Ouais. de gérer même du personnel. Vous, départ votre parcours, vous avez été chef de projet, chef de mission, vous avez eu à manager des équipes. Ouais. Et parmi ces équipes, il y a des gens qui étaient beaucoup plus âgés que vous. Ouais. Et quand vous arrivez quand même à faire ça, tout ça fait que quand vous avez commencé, ça a favorisé favorablement Ouais. l'ascension que votre cabinet a aujourd'hui. Ouais. Voilà. Votre activité, vous avez des gens à chaque département. Mais je voudrais dire quelque chose en termes d'entrepreneuriat. C'est vrai, j'ai managé des gens plus âgés que moi. Oui. Aujourd'hui, mes jeunes collaborateurs, bon, des fois, ils vont être un peu surpris parce qu'ils se disent, bon, c'est un jeune, mais j'arrive à gérer les situations aisément parce que j'avais déjà managé plusieurs équipes. Donc, en termes de management d'équipe, j'avais beaucoup d'expérience. Mais en termes de gestion d'entreprise, je n'avais pas d'expérience. C'est zéro. Je ne connaissais rien en comptabilité, en fiscalité, je ne connaissais rien en ressources humaines. Donc, c'est devenu le CI en fait pour moi. Oui. Mais là, j'ai appris la fiscalité parce qu'il faut payer les impôts, pour faire les états financiers. On a appris en classe, mais ce n'était pas vraiment comme à l'école de commerce. Donc, à ce niveau, en tant qu'entrepreneur, j'étais vraiment zéro. Mais en tant que gestionnaire d'équipe, j'avais quand même déjà un prérequis qui m'a facilité un peu la tâche, qui venait combler mes tares en termes d'entrepreneur. D'accord, d'accord. Ouais. Ok. Aujourd'hui, pour les 7 départements que votre groupe a, il y a des managers sur ça. Ouais. Ok. C'est toujours en 2020, vous avez commencé avec toutes ces activités. Ouais. Et il y avait un manager qui pouvait couvrir 2 départements. Ouais. Ok. Comment vous êtes arrivé? Parce que avant de recruter les managers, il n'y avait pas assez d'activités comme ça. Ouais. Comment vous êtes arrivé à les maintenir? Parce qu'un manager qui a peut-être 14 ans d'expérience, son salaire n'est pas petit. Ouais. Bien sûr que vous l'avez débauché quelque part. Ouais. Voilà. Comment vous êtes arrivé à le rassurer? On quitte là où tu es pour venir travailler avec moi. Je suis le chef de département de tel. Voilà. Et le salaire, comment vous êtes arrivé? Bon, mais il faut dire qu'au début, j'ai été un peu modeste. J'ai été modeste. J'ai pris des jeunes ingénieurs, des jeunes managers qui avaient moins de 5 ans d'expérience. Le plus expérimenté avec 8 ans d'expérience. Et je ne sais pas, mais ils ont cru à mon projet. J'ai exposé mon projet, ils ont cru au projet. Donc, il y avait des moments de difficulté, il y a des moments où le salaire ne venait pas. On se débrouillait pour gérer le déplacement, la nourriture, et on met ça dans les arriérés. Après, on a payé les arriérés. Aujourd'hui, je ne dois pas un franc d'arriérés. Je les devais et j'ai payé quand même de temps en temps. Oui, de temps en temps, je payais. Et je crois qu'il y a il y a quelque chose qui n'est pas très juste. J'ai plutôt commencé, c'est vrai que le plus grand marché, c'était avec Oris. Au début, c'était pas un gros montant, mais dans tout ce que j'avais, c'était quand même un gros marché. Et j'ai commencé plutôt avec la formation. Le département formation TLM, je ne connais pas donner des formations. Et j'ai créé des formations moi-même. La première fois que j'ai créé, c'est compteur de travaux professionnels. Et ce que je savais le plus faire, puisque j'ai été tout le temps sur chantier, donc tout ce que j'avais comme expérience, je l'ai capitalisé en formation. J'ai fait ça en module de formation, en 6 modules de 6 jours. Et beaucoup de gens se sont inscrits à cette formation-là. C'est ça qui a fait qu'il y avait des ressources. J'avais des ressources. Donc, il y avait des amis qui m'ont loué leur salle de conférence pour faire des formations.
que je remercie au passage, ils se connaissent. Donc, vous pouvez les nommer pour les Voilà, remercier. il y a Brice Yahi, Brice Yahi, qui est de Benotech, qui est un ingénieur mécanique, qui avait... Nous l'avons reçu ici déjà. Ah oui, Benotech, Brice Yahi? oui, Brice Yahi. Ah non, c'est un vrai ami. C'est un vrai Nous ami. l'avons reçu. Bon, je ne vais pas dire le jour. Ah oui, c'est un vrai ami. Il m'a vraiment soutenu. Brice Yahi m'a vraiment soutenu dans ses débuts. Et il m'a pas tout dit non, je te laisse tout cadeau, mais il m'a quand même fait des prix préférentiels pour les salles de conférence. Oui. Donc je louais Au sein de son siège. Au sein de son siège. Donc je louais les salles de conférence là-bas et j'ai fait les formations là-bas à longueur de journée. C'était des journées dures parce que je formais moi-même pour ne pas payer des consultants, pour pouvoir avoir beaucoup de recettes et ça me permettait de payer ceux qui travaillent avec moi, oui. J'avais des employés quand même assez dévoués. Il y a Léon Sanvo, qui est quand même un employé qui travaille dans la pluie et dans le soleil, qui était très dévoué, et donc qui m'ont poussé quand même, qui m'ont aidé quand même à avancer. Et puis après, qui n'ont plus trouvé d'intérêt à travailler avec moi et qui sont partis d'eux-mêmes. Généralement, les gens partent d'eux-mêmes. J'ai du mal à renvoyer les gens. Je suis très fidèle en relation. Je suis très fidèle. J'ai du mal à renvoyer les gens. Mais les gens partent d'eux-mêmes. Quand ils trouvent mieux, Voilà, ou bien il faudrait que voilà. même rôle de rapport zèle un jour. Voilà, maintenant, j'avoue que c'était difficile pour moi au début de me séparer d'eux. Parce qu'on forme une belle équipe, on fête ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Mais je crois que je me suis habitué maintenant à me séparer des gens. Je me suis habitué maintenant. Bon, si les gens veulent partir, bon, je leur donne ma bénédiction. Et quand ils veulent revenir, ils sont les bienvenus. Voilà. D'accord. Voilà, c'est Ok, ça. donc c'est à partir des formations que vous avez démarré. Oui, il y a pas de formation et c'est surtout la formation conduite des travaux professionnels qui m'a lancé. Et après, les études, les contrôles d'échantillons ont suivi. D'accord. Mais une formation, vous apprenez aux gens, elle peut compter les travaux. Bon, Oui. la formation est là, Ouais. mais La pratique. la pratique, voilà. Mais comment il se justifie d'avoir participé à telle formation? Vous leur donnez un certificat, c'est ça? Oui, je donne une attestation qui est signée de moi-même formateur, dont on connaît l'expérience en termes Voilà. de chantier. J'ai fait des ouvrages qui sont debout, l'hôtel Azalaï. Bon, malheureusement, il y en a qui n'ont pas fini, Assemblée nationale et tout. Alors, Il y a- on était sur le site de l'Assemblée nationale. Oui, j'étais là-bas aussi. Il y a Sofitel, j'ai travaillé à Sofitel. J'ai fait Sheraton Bamako, au Mali. J'ai fait l'ambassade du Japon, là, à côté de Novotel. J'étais content de travaux là-bas. J'ai fait l'hôpital de référence de Alada, c'est Tofort, donc j'étais content de travaux. Donc, quand je signe quand même l'attestation que cette personne peut être content de travaux, quand même, c'est qu'il y a un minimum. Oui. Et j'ai pensé à un plan de stage, donc un projet de tutorat. Tutorat, oui. Le tutorat où je placerai les gens auprès des entreprises qui vont faire peut-être 3 à 6 mois pour avoir de l'expérience. Donc, ils apportent une main-d'œuvre gratuite à l'entreprise et sur un certain nombre de thématiques. Et ils ont aussi de l'expérience qui rentre dans le CV directement. Bon, ce projet de tutorat n'a pas vraiment marché. Ça demandait beaucoup d'énergie aussi. Oui. Voilà, donc c'est un peu comme Mais si vous, parce que c'est une bonne idée. Aujourd'hui, les gens ont du mal à vraiment avoir la compétence. Ouais. Je ne vais pas dire le nom. Il y a l'école d'ingénieur la plus grande au Bénin ici. Actuellement, il y a de bons professeurs. Ouais. Mais c'est le parcours qui est un peu dilué. Ouais. À quoi Voilà. dire, ouais. Ça veut dire que les gens, quand ils sortent, ils sont obligés. D'abord, s'ils ne vont pas sur le chantier, sur le terrain, ils ne sont rien. Ah ouais, c'est ça. Parce que si vous remettez en place ce tutorat, Ouais, ouais. où les gens, quand ils finissent, vous passez par votre cabinet pour être placé. Ouais, ouais. Lisez pendant 6 mois, Ouais. gratuitement. Ouais. Bénévolat, façon, Ouais. ou quand la personne finit, en guise en recherche d'opportunités, de compétences, Ouais. vous passez par votre système, vous êtes passé dans des cabinets, Ouais. ils sont en recherche de main-d'œuvre. Ouais. Ouais. Ils travaillent gratuitement pour l'entreprise, et en retour, ils ont Ouais. l'expérience. L'expérience, oui. Ils soutiennent un projet de tutorat Voilà. devant un jury et ils ont l'expérience. Ça donne beaucoup de points dans le marché du travail. Voilà. Ouais. Et même en cette période, ils peuvent aussi avoir des relations Ouais. avec d'autres entreprises pour lesquelles ils peuvent travailler facilement. Oui, oui. Je pense que comme vous me suggérez, je vais le faire, je vais mettre ça en place et avec votre accompagnement aussi. Parce que ça va aider beaucoup. Oui, ça va aider. Ça va aider beaucoup. Nous, on a une plateforme de cours en ligne. Ouais. Et quand je vois la satisfaction que les ingénieurs ont Ouais. et les retours qu'ils ont, je dis, mais ça, c'était une bonne mission qu'on Voilà, avait. voilà,
Voilà, c'est ça. Oui, parce que former quelqu'un, lui apprendre, Ouais. c'est une chose qu'il n'a pas reçue. Ouais. Beaucoup de formation, Ouais. il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Pas Il n'y a pas de prix pour ça. Oui, c'est vrai. Donc, il faut remettre ça. Ok, nous allons y travailler. Nous allons y travailler. D'accord. Vous avez ma parole et par la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde la santé et on verra bien ce que ça va donner. D'accord, d'accord. Ok. Et donc, vous avez commencé à part les formations. Ouais. Et ça fait que vous avez eu plus de ressources Ouais. pour embaucher du personnel Ouais. et payer les managers en attendant que leur département commence par produire du résultat. Oui. Ok. Actuellement, est-ce que tous les 7 départements sont fonctionnels? Non. Non. Ok. Actuellement, les 7 départements sont fonctionnels. Ces 7 départements, il y a 6. Il y a 5 qui sont fonctionnels. Il y a TABIM, HRM, TLM, SDM. Il y a 5 qui sont fonctionnels sur les 7. Les 2 autres, c'est la promotion immobilière qui demande beaucoup de travail, Oui. qui demande ma présence, alors que c'est très rare l'entreprise. Oui. Il y a même des consultants qui ne me connaissent pas, qui me croisent dans l'escalier et ils passent alors que c'est moi qui ai signé le chèque. Donc, ils ne me connaissent pas. Donc, je suis très rare l'entreprise. Il faudrait que je puisse finir la responsabilité que j'ai actuellement pour pouvoir me consacrer à ça. Et il y a le département de coaching aussi, qui est aussi un département qui ne fonctionne pas parce que c'est moi-même qui le gère et il faut que je sois là. C'est moi-même qui le gère parce que en termes de coaching, il faut quelqu'un qui connaît le bâtiment pour pouvoir coacher quelqu'un qui est dans le bâtiment. C'est vrai, un coach peut faire le travail, mais il aura beaucoup plus d'heures d'écoute Oui. pour comprendre les réalités. Mais quelqu'un qui est dedans, à demi-mot, comprend déjà le sujet et peut l'accompagner en termes d'intégration professionnelle, en termes de gestion de ses équipes, en termes de gestion de ses réunions, en termes de prise de parole en public, en termes de gestion conjugale, etc., etc. Voilà. Donc, il faut vraiment que je sois là et d'autres personnes qui seront passionnées, qui seront ingénieurs, qui seront tentés par le coaching aussi peuvent venir. Bon, moi, je pense que les sciences se rencontrent. Oui. Mais les gens, ils cloisonnent les sciences. Ils disent non, le coaching, ça pas, la biologie, ça pas, le génie civil, ça pas. Non, non, tout doit être. Tout se rencontre. Tout doit être La biologie complémentaire. rencontre, la génie civil rencontre, la comptabilité rencontre le droit, tout est ensemble. Tout ensemble. Donc, moi, je pense que le coaching, et le PNL, la programmation neurolinguistique, les domaines que le monsieur du génie civil doit pouvoir s'approprier pour être performant dans son domaine. Donc, s'il y a des passionnés du coaching qui s'intéressent et qui sont du génie civil, ils vont prendre le relais, en fait, de ce département-là. Voilà. D'accord, ok. Parlons de TAB. Voilà. Voilà. Moi, je suis passionné du BIM. OK. Parce que je pense que, pour la simple raison, à travers le BIM, l'ingénierie est démystifiée. Avec le BIM, l'ingénierie est démystifiée. De sorte que, à partir du BIM, quelqu'un peut. La façon dont on voyait l'ingénierie, parce que quand je dis ça, c'est le logiciel. Oui. La façon dont on voyait l'ingénierie disait que c'est beaucoup de calculs. Maintenant, c'est un peu ça. Mieux, tout est facilité par les outils technologiques, mais les résultats sont encore beaucoup plus optimisés. Voilà. Le BIM aujourd'hui, selon, aussi, je serais bien pour votre réponse. Qu'est-ce que ça a comme avantage pour les entrepreneurs ou bien pour les chantiers qui adoptent le BIM sur les chantiers? Bon, mais moi, pour un passionné comme vous du BIM, pour moi, le BIM, c'est tout bénéf. C'est tout bénéf. On ne pourra pas me convaincre du contraire. Aujourd'hui, pour moi, le BIM a beaucoup de bénéfices pour les chantiers. Je voudrais, si vous me permettez, définir un peu la chose pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. En fait, le BIM, Building Information Modeling, est un mode de travail. C'est un système collaboratif. Un processus collaboratif. Un processus collaboratif de travail. Donc, le BIM n'est ni la maquette 3D, ni la maquette numérique. Parce que la maquette 3D, plus l'information des matériaux qui entrent dans le bâtiment, forme la maquette numérique. La maquette numérique n'est pas le BIM. Ce n'est ni un logiciel. Le BIM, c'est la maquette numérique. Parce que c'était parce que Revit, c'est le BIM. C'est pas le BIM du tout. Revit, c'est un outil pour que le BIM soit mis soit implémenté. Voilà. Revit, comme Archicad, comme Allplan, des outils
pour que le BIM soit implémenté comme CIPCAD, etc. Oui. Donc, le BIM, c'est juste des personnes, des experts qui collaborent. Voilà, c'est tout. Et tout. C'est la collaboration entre plusieurs spécialistes de différents corps de Oui. métier pour que le projet soit Voilà. on va dire conçu et construit et jusqu'à la démolition aussi. Voilà, jusqu'à la démolition, voilà, jusqu'à la démolition. Donc, c'est cette collaboration dans la conception, dans l'exécution et dans l'exploitation du projet et dans l'innovation, dans la reconstruction, voilà, dans la rénovation du projet. Et c'est cette approche-là qu'on appelle le BIM. Et moi, souvent, dans mes conférences, j'étonne les gens quand je dis, vous pouvez me faire du BIM sans logiciel. Oui. En réalité, si je collabore suivant des règles données, concepts donnés sur un projet, on peut déjà commencer par faire du BIM, qu'on va appeler du BIM 0, c'est du BIM niveau 0. Voilà. Maintenant, après, on passe sur le numérique. Là, on passe sur un avatar, sur du numérique pour aller au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Ouais. D'accord? Donc, je dis ça parce que je veux choquer les gens sur le fait que la collaboration est essentielle avant l'appellation BIM. S'il n'y a pas cette collaboration, on ne peut pas parler de BIM. Il faut la collaboration. Elle est rigoureuse. Oui, donc il y a le travail d'équipe. Oui. Maintenant, les logiciels, c'est les outils. Pour faciliter et voilà. Mettre pour faciliter la collaboration. C'est des outils nécessaires pour qu'on puisse vraiment parler du BIM dans le concept actuel de la chose. Donc, c'est des outils qu'il faut maîtriser. Donc, un bon BIM manager, c'est une trentaine de logiciels qu'il a dans sa tête. Dans sa tête. Il connaît parfaitement. Parfaitement. Donc, ceci l'a fait ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il faut forcément avoir des outils. Mais le plus important, c'est déjà le respect de la codification qu'on s'est donnée dans la collaboration que nous avons. Donc, aujourd'hui, pour venir à votre question, si on parle du BIM, on va parler de plusieurs thématiques. Il y a la thématique initiale qui est d'abord les niveaux de BIM. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, le BIM 1, 2, 3, les niveaux de BIM. Et il y a les niveaux de détail de BIM. Donc, les level of development. Oui, voilà, le ED. Et il y a le niveau de développement. Niveau de développement. Oui. Voilà. Et il y a les dimensions du BIM. Ouais, oui. Donc la 2D, la 3D, la 4D, la 5D, la 6D, la 7D. Oui. Voilà les niveaux de dimension. Jusqu'à 10D. Oui. N. Oui. Autant qu'on peut s'imaginer, c'est infini. Oui. C'est infini. Puis, pourvu qu'on imagine, on ajoute. Voilà. Et il y a les domaines d'application du BIM. Les domaines d'application du BIM, aujourd'hui, nous allons parler de la conception du projet, de l'exécution du projet. On va parler de l'exploitation du projet, de la démolition ou de la reconstruction du projet ou de la rénovation du projet. Donc, le cycle de vie, en fait, surtout le cycle de vie dans le BIM. Et après, on va parler des domaines, on va parler des métiers du BIM. Parce qu'il y a le BIM manager, ce que c'est, le BIM coordinateur, ce que c'est, le BIM modeleur, ce que c'est. Donc, il y a les corps de métier du BIM. Il y a plein de choses et thématiques qu'on peut développer dans le BIM. C'est des métiers, puis j'ai attiré l'attention d'ailleurs sur ça. Ouais. À partir de 2016, il y a eu les métiers du web. D'abord, les métiers du web sont venus avec l'avènement d'Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des copywriters, des community managers, des rédacteurs web. Oui, bien sûr. Et des créateurs de contenu. Et sans mentir, bon, je ne vais pas dire l'année parce que les gens vont connaître un peu mon âge. Il y a eu une année où j'étais beaucoup plus, on va dire, tenté à laisser le génie civil. Ah oui? Parce que j'étais dans un réseau. Moi, j'ai intégré beaucoup de réseaux. Et là, bon, dans le génie civil, à part les groupes Facebook de génie civil qu'on a là, il n'y a pas de réseau comme ça. Ou aller à une conférence, on intègre un réseau. Sauf avec l'international en France. En France, voilà. Et donc, à part ces groupes Facebook qu'on a, dans le génie civil, il n'y en avait pas. Et moi, j'aime le réseautage. Et j'étais dans un réseau, la plupart de ceux qui sont dedans sont dans les métiers du web. Et tu es là, toi qui veux créer une entreprise de construction, tu es là, les marchés qu'on te confie, tu fais le truc, mais on ne te paye pas, mais tu es là dans ton réseau. Tu vois plus de 22 ans, qui crée le site internet. Et tu arrives dans le groupe, vous avoir des factures. Quand vous réunissez, vous parlez, les gens sont dans la création de tunnels de vente.
dans la de vente, ouais. Voilà, création le SEO. Ouais. Et puis, je dis, mais vous faites ça tout, vous avez beaucoup d'adhérents comme ça. Mais dans le génie civil, on dit que quelqu'un qui est dans le génie civil, normalement, il est plus à l'aise que ceux-là. Ouais. Relativement, ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise, puisqu'ils travaillent. Voilà. Enfin, ils sont plus à l'aise, ils ont plus de facilité. Parce qu'il y a eu de nouveaux métiers Oui. qui ont été créés Ouais. à cause d'Internet. À cause de l'Internet. Et ceux-là ont su facilement entrer dedans. Oui. De la même façon, donc dans le temps, j'étais tenté. Puis j'ai suivi des formations en tant que community manager. Ouais, bon, les formations que j'ai suivies en tant que créateur de site web, ça fait qu'aujourd'hui maintenant, j'ai vérifié ça. Ouais, dans mon domaine. C'est pour vous dire que quoi? À cause du BIM, il y a beaucoup de métiers qui sont créés. Ils sont créés. Et ça veut Ils vont se créer aussi. Qui vont se créer. Ça veut dire que les autres n'ont plus besoin de suivre un chemin donné qui est soit tu es sur un chantier, soit tu es dans un bureau d'études. À cause du BIM, il y a beaucoup de métiers. Même si on prend d'abord. Bien payé, voilà. Très bien payé. Si on prend d'abord les dimensions du BIM, on va parler de ça déjà, et on peut avoir des métiers. Oui. Le BIM 4D, par exemple, pour les gestionnaires des projets. Oui. Tu vois parfaitement le MS Project. Oui. Tu deviens. Le BIM 4D. Voilà, c'est ça. Tu deviens expert ou bien consultant BIM 4D. Oui. Donc, il y a. Et tu es payé à des millions. Voilà. Il y a un projet maintenant, tu dis que plutôt que de faire de cette manière, avec un planning comme ça, en tant que toi, en tant qu'expert ou consultant BIM 4D, tu vas faire en sorte que le planning du projet soit lié et attaché à chaque, on va dire, à chaque objet de construction. À chaque ouvrage élémentaire. Voilà. Oui. Et c'est coordonné dans l'espace. Dans l'espace, oui. Et tu ajoutes le BIM 5D, pour le coût, pour le budget, la quantification, tout ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où les gens, même s'ils leur laissent même tout ce qu'on voit aujourd'hui, à cause du BIM, il y a des métiers qui sont créés. Et l'expérience que j'ai vécue en cette année où il y avait les gars du web, où je les enviais, à cause du BIM maintenant, il n'y a plus de raison. Vous êtes plus à l'aise. Parce que vous avez l'informatique dans votre domaine. Voilà. L'informatique dans mon domaine, c'est ça. Dans mon domaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, ça, c'était une parenthèse. C'est la passion de l'informatique. Moi, mais je suis passionné de l'informatique. Je devais faire l'informatique. J'ai fait les mathématiques. J'avais mon professeur de mathématiques, mon professeur d'informatique à Goa. Monsieur Agua, qui me disait, quand j'ai eu l'entrée en génie civil, il me disait de partir, il dit non, je veux génie informatique. Il dit non, avec le génie civil, avec l'informatique, tu vas te faire de l'argent. J'ai dit c'est vrai, il m'a dit non, je suis allé en génie civil. Et très vite, j'ai découvert la calculatrice HP49G que de mes parents m'a acheté, personne n'a aussi, monsieur Senou Mathias, m'a acheté cette calculatrice-là. Je crois que dans le temps, ça devait coûter pratiquement 200 000, 180 et quelques mille. Il m'a acheté. Oui, 180 et quelques mille, 89 000, je pense 189 000. Il m'a acheté la calculatrice. Donc, j'ai retrouvé ma passion de programmer. J'ai commencé par programmer des programmes, des calculs, des exercices sur la calculatrice avant de découvrir l'ordinateur que ma mère m'a acheté et j'ai continué par faire ma passion d'informatique. Voilà pourquoi mon cabinet, je l'ai mis essentiellement dans l'informatique. Parce que je ne crois qu'en ça. Vous voyez. Et aujourd'hui, comme vous le dites, beaucoup de métiers se créent avec Internet. Et les métiers qui vont se créer en 2030, les métiers qui vont s'exercer en 2030 n'existent pas encore. Les métiers vont venir, les gens vont chômer s'ils ne se mettent pas à jour. Aujourd'hui, il faut se mettre à jour. Aujourd'hui, le challenge de la mise à jour est très forte. Il faut vraiment le faire. Et c'est continuel. Oui. Tu devrais à jour selon toi en mai 2024. Et en août de 2024, tu es obsolète. Aujourd'hui, on parle de l'IA. On parle de l'IA en gestion de projet. Moi, j'ai fait une étude de gestion de projet en ligne aux États-Unis. Et à la fin passée, on nous a envoyé un lien pour la conférence en disant l'IA dans la gestion de projet. Donc, les choses évoluent rapidement. Très rapidement. Il faut se mettre à jour. Tout le temps. Il faut tout le temps être à jour, sinon on est dépassé. On devient obsolète. Oui. Et les gens ne sentent pas qu'ils sont obsolètes parce que notre contexte africain n'est pas encore à ce niveau. Oui. Mais avec tout ce que je vois maintenant, si dans les années 1800, quand quelque chose se passe aux États-Unis, c'est 10 ans après, ça se sent en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus ça. 3 mois après, ça se sent en Afrique. Et donc, qu'ils soient tranquilles. Oui, mais moi, j'ai reçu des collègues ingénieurs qui ont quitté la France et on parlait d'une thématique qui est sortie il y a 1 mois.
d'une loi qui est sortie il y a un mois. Donc, on parlait de la RE 2020, qui est une loi sur l'environnement, et donc qui a remplacé la loi sur l'environnement passée, la RT. Et ils étaient surpris que je parlais de la loi correctement. Mais j'ai suivi un webinaire sur la RE 2020. Donc, ils étaient surpris et d'abord, ils n'avaient pas entendu parler de la loi. Donc, c'est moi qui leur parlais de la loi. Vous qui étiez au Bénin, et qui leur parlait de la loi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec l'informatique, les choses vont très vite. Très vite. Si vous ne le mettez pas à jour, vous devenez obsolète. Oh. Et j'ai dit à beaucoup de collègues, j'ai dit, ne cherchez pas à être des chefs chantiers, ne cherchez pas à être des contrôleurs de chantier. Non. Il y a mieux à faire. Oui. Et j'ai réuni en 2021, quand j'ai commencé par être un peu stable, j'ai réuni 85 jeunes que j'ai sélectionnés. J'ai réuni beaucoup de jeunes, j'ai sélectionné parmi les 85. Après, j'ai tamisé à 60 et je leur ai donné des formations gratuites sur 5 domaines. Projeteurs de chantier. Aujourd'hui, on a besoin de projeter sur les chantiers de manière numérique. Oui. Donc, comment faire les dessins de détails sur chantier? J'ai fait une formation en planification des chantiers. J'ai fait une formation en économie des chantiers. J'ai fait une formation en hygiène, sécurité, environnement de chantier. Et j'ai fait une autre formation, j'ai fait 5 formations. La 5e formation, je vais me rappeler, donc j'ai des projecteurs, hygiène, sécurité, environnement, en qualité de chantier, ingénieur qualiticien de chantier. Oui. Donc, c'est des thématiques qui sont aujourd'hui d'actualité, oui, oui, et dans lesquelles les ingénieurs civils ne s'y aventuraient pas. Non. Alors qu'on en a besoin. Déjà, ça m'a rappelé quelque chose. C'est passé il y a longtemps, c'est ça. Aujourd'hui, sur les chantiers, ceux qui sont les mieux payés, après les de mission, bien sûr, c'est les gars de RSE et de QHSE. Oui, HSE, c'est clair, parce que c'est le minimum pour commencer un chantier. Oui. Donc, ils sont très bien payés. Ils sont très bien payés. Et moi, j'ai voulu envoyer des experts en Côte d'Ivoire pour un projet. Mon manager de projet était à 900 000. Mon expert HSE m'a demandé 2 millions. Le projet n'a pas démarré, mais son dossier a été retenu. Si le projet démarrait, que je dois le prendre, je vais le payer au bas 1 500 000. Alors que mon ingénieur génie civil demandait 900 000. 900 000. C'est pas. C'est quand même rien dans le génie civil. Donc, j'ai dit au génie civil, venez faire de l'HSE. Venez faire de l'HSE. Vous maîtriserez mieux les choses que les autres. Donc, vous aurez une connaissance environnementale, oui, et vous avez déjà l'avantage d'être du domaine industriel. Oui, oui. Donc, ça va être aussi plus intéressant pour vous, c'est des débouchés. Donc, j'ai formé des gens. Aujourd'hui, j'ai des gens que j'ai formés, par exemple, à l'intégration des chantiers. J'ai donné juste la passion de la chose. J'ai donné juste des bribes. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont des bons en planification. Parce que ils ne font pas encore la 4D. Ils sont d'abord dans la planification classique MS Project, mais ils sont proches du million le mois. Ils sont proches du million le mois. Je les ai formés juste en 2021. C'est 2 ans après. Vous ne pouvez pas être chef chantier, 2 ans après passer de 0 francs à 2 ans après près de 2 millions. Non. Mais parce qu'ils se sont spécialisés. Et on ne peut pas respirer sans eux. J'ai formé des qualiticiens de chantier, j'ai formé des gens. Donc je les ai donné la passion de la chose. Je n'ai pas donné toute la connaissance. J'avoue qu'eux-mêmes, ils ont travaillé, ils ont fait des webinaires, ils ont payé des formations en ligne. Ils se sont formés. 10 000, 20 000, ils se sont formés. Et aujourd'hui, ils sont devenus des bombes dans le domaine. Voilà. Vous voyez un peu. Oui. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de débouchés pour les jeunes du génie civil, mais ils ne voient pas. Il y a tellement. Tout le monde met sa tête dans le chef chantier. Oui, c'est pas de la faute. Non. Bon, à l'époque, ils ont commencé par parler du BIM. J'ai vu, je ne sais pas s'ils ont fait ça en 2023, en 2022, ils ont fait venir un expert du Canada. C'est un peu du noir, mais qui est là-bas, et qui est venu pour le faire du BIM. J'ai vu le rapport de mission de l'expert là, ce qu'il a enseigné aux étudiants. C'était pas beaucoup de choses. Je vais être un peu prétentieux parce que je dis qu'il m'excuse. C'était pas beaucoup. Non, moi c'est la vérité. On est sur un plateau de vérité pour le développement du pays. Quand j'ai vu le rapport de mission que lui m'a fait, c'était pas beaucoup. Mais quand même, à cause du fait qu'il a parlé de ça près d'eux, on dit souvent en intelligent, peu de mots. Peu de mots, ouais. C'est des petits ingénieurs. Ouais. Quand on dit A plus 1 et 1 plus 1 égale à 2, ouais. On va te dire encore 5 plus 3 égale à 8. Ouais. Après de savoir que c'est ça. Ouais. Mais le fait qu'on a fait venir cette personne, on a parlé de ça auprès d'eux, ça veut dire même s'ils partent, quand ils ont fini leur diplôme,
certains ont pu aller payer des formations. Que ce soit sur LinkedIn, voilà. Pu payer des formations qui leur ont permis d'approfondir ce qu'on leur a dit. Je pense que si et ils ont déjà fait ça en 2022, s'ils continuent de faire ça, que chaque année, on amène quelqu'un, ou bien même l'un des professeurs, voilà, qui est praticien, parle de ça auprès d'eux. Quand vous finissez, ne vous asseyez pas forcément sur votre diplôme d'ingénieur. En tant qu'ingénieur, il y a ci, c'est ça. Même les techniciens. Même les techniciens. Parce que quand il y a du BIM, bon, il y a les ingénieurs qui se gonflent, qui veulent se faire important. Sinon, quand il y a du BIM, disons la vérité, même les techniciens peuvent faire ça. Aujourd'hui en France, les challenges, pas les challenges, je ne veux pas dire challenge, l'horizon est en train de former des élèves du lycée. Aujourd'hui, les élèves du lycée sont formés en BIM. Et c'est le même truc que je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'ai des paquetages de formation pour les lycéens parce que ils ne peuvent plus attendre d'avoir le bac avant de parler du BIM. Voilà. Le BIM est trop pressant. Donc aujourd'hui, j'ai sont en train de monter un paquet de formation pour eux. L'année passée, j'ai fait une promotion, 5 logiciels du BIM à 100 000 francs, mais personne ne s'est inscrit. Mais il n'était pas au courant. Bon, peut-être que j'ai des canaux de diffusion qui ne sont pas... Parce que moi, étant dans la formation, des fois quand les gens sont souvent intéressés par les choses, et ils ont le besoin. Quand vous voyez que quelqu'un a payé une formation, en tout cas moi sur ma plateforme, quand quelqu'un paye une formation, je sais par quel canal il est venu. Si c'est Facebook, si c'est Google. Et si c'est Google, le thème de recherche que la personne a tapé pour que Google vous montre notre plateforme. Je vois souvent formation pour être bon en maîtrise. Donc, les gens ont le besoin. Ils ont le besoin. Non, je crois que je dois revoir mes canaux de diffusion. Voilà. Comme j'ai dit, c'est le fait aussi que je sois délocalisé pour un projet. Parce que quand vous gérez un projet, ça vous prend tout votre être. Le projet, c'est comme une femme. Il est très jaloux. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose quand vous faites un projet. Donc, c'est ça qui fait que je dois revoir mes canaux de diffusion. Peut-être que vous allez m'aider aussi dans ce sens-là aussi. Parce que j'ai tellement de thématiques. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on peut tout faire. Voilà. Non, il y en a tellement. Il y en a pour tout le monde. Et ça va aider beaucoup. Ça va les aider s'il y a beaucoup de thématiques. Oui, il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de cacher l'information. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut former que bon, il n'y a pas de soucis à se faire. Voilà. Pour la concurrence. Et ce n'est pas pour qu'on cherche l'argent. Parce que moi, je dis quelque chose. En 2022, il y avait un monsieur, et ça, je vais l'oublier. Il était dans l'armée. Ceux qui sont dans le génie militaire là. Oui, génie militaire, oui. Voilà, et c'est un Ivoirien. Il veut de 55 ans. Et il a fait génie militaire. Il était commandant, tout comme ça. Parce que quand il m'envoie des mails, il met ses références en bas, commandant quelque chose comme ça. Il me s'est formé en gestion de projet. Appliqué au métier du génie civil. À la fin de la formation, tu vois ce monsieur. Alors, il a apprécié le bien que ça lui a fait. Il était heureux. Comment quelqu'un qui pète ne faut pas? Moi, je pensais quelque chose. Et pendant toute sa carrière, il n'a pas pu découvrir ça. Et à travers une plateforme, une formation de 2 mois, il a eu ça. Donc, en dehors de l'argent que formation, voilà. Mais il y a le service. Voilà, la satisfaction réside dans le service. Oui, il y a la satisfaction. C'est ça, en fait, le plus grand salaire qu'on reçoit. Voilà. C'est le plus grand salaire qu'on reçoit. Moi, je crois que c'est quand même un métier noble. Moi, je suis d'une mère enseignante, donc j'ai l'enseignement dans le sang. À peu près, quoi, en griffe, hein. Personne n'a jamais rien dans le sang, mais bon, c'est pour dire. J'ai un peu ça. Donc, quand je le fais, c'est toujours le plaisir que j'ai. Une fois, il y a un de mes collaborateurs qui m'a regardé, fait une formation. Et là, je vu la formation, il dit, mais monsieur, vous ne donnez pas que de la connaissance, mais vous donnez de l'amour. Voilà. Il n'y a pas que de la connaissance. Vous transmettez, ça va faire. Oui. Mais c'est-à-dire, vous donnez ça avec tellement d'amour. Vous avez envie que la personne soit comme vous. Et ça qui est important, parce que si on n'est pas nombreux à être compétents, à connaître, le Bénin ne peut pas se développer. Voilà. Et on va toujours nous envoyer des experts blancs. Oui. Et moi, ça me désole. Comment jusqu'en 2023, jusqu'en 2024, quand on voyait les gros projets, et quand on parle de BIM, il y a des projets aujourd'hui, même si c'est financé, d'abord la plupart des projets aujourd'hui qui sont financés par des banques de développement, quand on regarde même au sein, c'est
C'est-à-dire le processus BIM qui est sur ça. Ouais. Et les bureaux de contrôle, même les maîtres d'œuvre, recherchent et lancent les recours comme ça, des BIM managers Ouais, oui, manager, ouais. pour ce projet uniquement. Ouais, ouais. Et quand moi je vois ces gens d'annonces, il y a un site qui diffuse ça, personne ne postule parce que les gens nous se disent, oui, je suis ingénieur, j'ai fait calcul avec robot, mais je n'ai pas cette qualification. Ouais. Et quand vous allez voir ceux qu'on amène, c'est des blancs. Et qu'est-ce qu'ils savent faire? Voilà. Un griffe. Vous comprenez? Un griffe. Donc, il faut que, si on veut décoloniser l'Afrique, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens. Et la formation, comme l'a dit Tiken Jaffa Koli, est une arme principale. Elle dit aujourd'hui, pour se libérer de l'impérialisme, ce n'est pas les armes, mais c'est l'éducation. C'est l'éducation, oui. C'est l'éducation. Donc, si on est formé, et sur ce domaine-là, la bataille que nous faisons est très faible. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident, l'Amérique, c'est une industrie de formation. Je vous assure, c'est un rouleau compresseur de formation. Les gens ont des formations de haut niveau là-bas. Et nous sommes encore en arrière. Donc, on a bien. Nous sommes encore en arrière. Nous allons faire ce que nous pouvons faire pendant que Dieu nous accorde la force, la santé. Et on espère que la génération qui va venir va lever plus haut le flambeau, que ça. ainsi de suite, pour que vraiment le Bénin et l'Afrique se développent. Oui. Parlant de BIM à l'EPAC, par exemple. Le premier appareil de BIM à l'EPAC, c'est moi. Ah bon? Ah oui, c'est moi. Moi, j'ai pas de BIM à l'EPAC en 2021. 2021. 2021. Vous êtes parti. Moi, au niveau de mon entreprise, bon, quand j'ai le premier appareil de BIM à l'EPAC, à ma connaissance, peut-être que des gens en ont parlé en 2019, en 2015. Ça, excusez-moi, mais je dis par rapport à l'expert qui est venu en 2022, moi je suis venu avant lui, je suis venu en 2021. Alors, comment moi j'ai fait? Mon entreprise ABGP a un volet responsabilité sociétale entreprise. RSE. Oui. Responsabilité sociétale entreprise. Et pour cette responsabilité sociétale entreprise, je dois dégager chaque mois de mes recettes un budget. Je vous assure, ça tourne autour de 500 000 francs par mois. Par mois. De 500 000 francs par mois que je dégage pour aller organiser une conférence débat à l'EPAC. Mon école qui m'a formé, je dois lui retourner quand même. Ça va faire 30 ans. Voilà. Donc, je vais aider les jeunes ingénieurs à pouvoir connaître les réalités de la vie professionnelle, à ne pas être enfermés dans la théorie, savoir ce qui les attend et se préparer à ça. Donc, j'amène des thématiques qui sont dans la vie professionnelle là-bas. Parce qu'il y a le volet formation, c'est beaucoup plus le volet académique. Le volet professionnel, j'essaie d'amener là-bas pour permettre aux jeunes ingénieurs de ne pas être dépaysés. Et j'ai créé ça, j'ai appelé ça les jeudis de l'EPAC. Et une fois par mois, j'ai fait une conférence sur une thématique donnée, sur le développement durable, sur le BIM, sur donc j'ai fait il y a 2 conférences à passer sur le BIM. J'ai fait une conférence, il y a un jeune qui a été motivé et qui a fait son mémoire sur le BIM, qui est très talentueux, qui a fait son mémoire sur le BIM. Vous pouvez dire son nom là. Comme ça, s'il y a une entreprise qui veut. Oui, il travaille avec des grosses entreprises, mais il ne manque pas de boulot maintenant. Aziz Bio Bedou Rourou, oui, Bedou, je le connais. Oui, il a été formé dans les jeunes que j'ai pris là, les 60 jeunes que j'ai pris, mais il m'a contacté au cours d'une de mes conférences au campus et j'ai parlé du BIM. Il a aimé le sujet. Je ne sais pas si on avait entendu parler avant, mais c'est avec moi qu'on a pris le truc, on a fait pas travailler avec lui. On a hébergé son mémoire, il a fait la mise en œuvre d'un pont précontraint sur le lac Toro, qui est une réalité, en BIM. Donc, il a fait du BIM 4D, du BIM 5D. D'accord? Et dans son mémoire, il me remerciait comme celui qui l'a donné cette envie et cette vocation de faire du BIM. Je dis, il est très avancé dans le BIM. Il fait des formations aussi. Bon, donc, il a été formé, il a passé par mois pour certaines formations. Il faisait des formations avant pour ses collègues. Et là, maintenant, il a beaucoup plus perfectionné les formations et puis il évolue aussi. Mais il est aussi consultant dans mon cabinet. Il vient faire des formations chaque fois. On est resté en bonne collaboration. Voilà. Parce que l'objectif, c'est d'être plus fort ensemble. Oui. Ce n'est pas de se faire du mal, mais d'être plus fort ensemble. Même hier, nous, on s'est échangé encore, lui et moi. Donc, je ne sais pas s'il est toujours au Bénin, mais il est quelque part quand même. Il travaille. Il y a aussi un jeune Martial et Gansou, j'ai oublié son nom de famille, qui, pardon, ne te fâche pas Martial, on a beaucoup travaillé ensemble, je ne suis pas très intelligent, donc j'oublie les choses comme ça. Donc Martial, avec qui on a travaillé sur le BIM,
cette idée sur l'exploitation du bâtiment. Oui. Il a fait la modélisation du bâtiment de l'IRM, l'unité d'imagerie médicale IRM du SNHU. Donc, il a fait la simulation sur une plateforme BIM qui a été mise en œuvre par Carlos Yankadja, un ingénieur qui est au Canada, qui est très spécialisé en BIM exploitation, donc qui a travaillé avec le jeu de mémoire et qui a mis à sa disposition son logiciel de travail sur lequel il a modélisé tout le bâtiment en BIM exploitation et il a soutenu avec ça avec de très bonnes notes. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait à l'époque, c'est les trucs que je récolte, des gens qui veulent bien faire le mémoire, qui travaillent, qui viennent carrément sans rien connaître dans le domaine. Ils connaissent le BIM et je dis voilà, on fait le plan de travail, on fait les recherches que vous devez faire, on fait tout ça. Ils font des recherches, ils deviennent très forts. Même il y a même des notions qu'ils connaissent même mieux que moi. Parce qu'ils ont passé tout le temps, matin et soir, quand ils viennent en stage chez moi, tout le temps à lire les livres, à faire des recherches. Il y a l'Internet qui est disponible. Donc, ils fouillent à volonté et ils produisent des mémoires intéressants. Donc, j'ai commencé en 2021, tous les mois, à faire j'ai dit l'IPAC. J'ai fait la salle de conférence. Je vous dis, ça fait 500 000 francs. Oui, maintenant, cette question de RSE, j'entends parler de ça. Ouais. Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise? En termes de. Bon, on ne fait rien. Oui. Il y a des entreprises qui. C'est obligatoire. Ouais. Quand tu as une taille donnée, Ouais. c'est pas vrai de taille, quand tu as la volonté. Quand tu as la volonté. Voilà. Parce que moi, j'ai une très petite taille, en fait. Voilà. Quand tu as la volonté, la RSE, il y a des entreprises qui dégagent dans leur chiffre d'affaires Ouais. pour réparer tel foie, Ouais. pour aménager tel carrefour. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça rapporte aux entreprises? Bon, moi, je pense déjà que ça rehausse leur crédibilité sur le marché. On voit que c'est des entreprises responsables. Responsabilité sociétale entreprise, c'est entreprise responsable. Et ça permet d'aider la communauté sur les impacts que produirait leur activité. Moi, personnellement, ça me permet déjà de partager ce que je connais et de trouver des gens avec qui je vais travailler pour mieux développer ce que je connais. Ça me permet aussi de dénicher des jeunes talents qui veulent bien travailler avec moi, qui veulent évoluer, et voilà. Et ça me fait aussi de la publicité. Oui. Mine de rien, ça me fait de la publicité parce que beaucoup de gens ne connaissent pas BGP. Donc, au moins, en faisant de la RSE, les gens viennent parce que c'est une conférence ouverte à tous les ingénieurs, de l'intérieur comme de l'extérieur, de l'intérieur de l'EPAC comme de l'extérieur. Mais on privilégie, les places sont privilégiées pour les étudiants de l'EPAC. Donc, voilà, et je le fais surtout parce que je sens qu'on a vraiment besoin de partager le savoir avec la jeune génération. Sinon, on partirait dans la tombe sans rien transmettre. C'est vraiment du gâchis, quoi. Oui. On a passé tout le temps à veiller, à travailler la nuit, et au lieu de passer ça à l'autre, on va dans la tombe avec, c'est du gâchis. Oui, Et si l'autre, il gagne quelque chose, au moins, on est éternel. Voilà. Et il faut aussi transmettre ça Voilà. pour que la question soit pérenne. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai continué par le faire, j'ai dit de l'EPAC. C'était un moment où j'ai été essoufflé et je n'avais pas l'accompagnement aussi trop bon, vous savez, il y a trop de protocoles au niveau des universités. Ouais, Voilà. Les universités sont ce qu'elles sont. Donc bon, je ne vais pas trop parler ici. Oui. J'ai été beaucoup soutenu par les chefs du département. Donc Valérie, j'ai été soutenu par le directeur de l'EPAC, M. Alain. Voilà, il m'a beaucoup, il m'a beaucoup soutenu. Et puis les secrétaires aussi m'ont beaucoup soutenu. Mais l'accompagnement n'a pas continué, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais juste parce que c'est une institution qui a ses règles, etc. Donc je vais déplacer bientôt les GE de l'EPAC dans un lieu public, dans une salle de fête. Voilà. Et je vais continuer. Voilà, et je vais continuer par financer. Voilà, par financer. Notre moment venu, on va voir aussi comment vous accompagnez. Ça me fera beaucoup plaisir parce que plus on est unis, plus on est fort. Voilà, c'est ça. On dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Revenons à ma question que j'avais posée parce que je ne vais pas dire qu'on s'est écarté un peu du sujet. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Le but, qu'est-ce que ça apporte réellement au chantier? Au chantier, Voilà. de bons chantiers. Formidable. En termes de gestion des chantiers, ça optimise la gestion des chantiers. Optimiser en termes de délai d'exécution. Donc, il n'y a plus de date inutile parce que tout est déjà construit sur l'ordinateur avant d'être. On appelle le BIM construit avant de construire. Oui. Donc, on a déjà mis tous les matériaux en place avant de construire. Donc,
dans l'ordinateur avant de construire. Donc, on ne perd plus le temps. Oui. Il y a l'étude des clashs, la gestion des conflits, qui fait que les corps d'État, électricité, plomberie, menuiserie, carrelage, tous les corps d'État travaillent déjà sur l'ordinateur. C'est là qu'on sur l'ordinateur. Voilà. On sait là où il y aura des conflits. Voilà. Soit on nous prend les routeurs. Voilà. On ne vient pas casser la poutre comme ça sur les chantiers parce qu'on a oublié quelque chose, une dimension n'a pas marché. Tout est conçu sur mesure. Et les détails du BIM qui sortent vont directement en usine de fabrication. Ça vient monter au chantier, ça devient montage. Donc non seulement on gagne beaucoup de temps parce que en réalité, les chantiers perdent pratiquement 50% du temps dans ces problèmes de conflit. Oui, oui. Les gestions des néfastes, même plus des fois. Je vous assure, hein, même plus pour la gestion des conflits. Donc, aujourd'hui, avec le BIM, on gagne le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Oui. Voilà. Et puis après, bon, c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Pour certaines personnes comme Brian Tracy, c'est l'argent qui est le temps. Bon, ça, c'est un débat qu'on fera après. et en plus de cela, on gagne en économie de chantier. On perd on perd plus de matériaux. Oui. Parce que on perd plus ou bien on ne perd plus. On perd moins de matériaux. On perd moins de matériaux, c'est ça. Voilà. On gagne en cassant. Voilà. On peut optimiser les matériaux. Déjà, à l'ordinateur, on peut optimiser quel est le meilleur matériau à utiliser, qu'est-ce qui est mieux adapté avant d'aller sur le terrain. Parlons même de l'optimisation. Ouais. C'est ça, je dis, aujourd'hui, les gens utilisent le robot de façon, j'utilise comme ça. Quand on veut optimiser, comme on l'avait dit, le BIM fait beaucoup de choses. Oui. Vous pouvez dire, par exemple, ce poteau, je vais le mettre ici. Ouais. Et quand c'est bien optimisé, tu te rends compte qu'en demandant par exemple le fer, tu peux donner le béton. Ouais. Ou bien en augmentant le béton, tu peux donner le fer. Ouais. Ou bien carrément, en se mettant sur le poteau et en augmentant la dimension de tel poteau. Ouais. Et ça peut aller. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, on peut optimiser, on peut jouer sur, on peut faire des simulations. Voilà. On peut faire des simulations, voilà. Donc, l'ingénieur béton a sa place parce que avec une section de béton, va une section d'acier. Donc, il y a un certain nombre de formules qu'il peut déjà optimiser avec son logiciel qui est un outil du BIM. Et cette optimisation qu'il fait, il le place dans le contexte réel pour voir quel impact ça a sur l'architecture de tout ça. Donc, l'architecte même voit tout de suite. Quand vous faites une modification, il y a un mail qui parvient au bout du monde qui dit oui, attention, on va toucher à tel poteau. Il regarde, est-ce que ça convient? Est-ce que ça ne touche pas mes canaux de circulation, mes réservations, mes chemins de câbles, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à gagner avec le BIM en termes d'optimisation des délais et du coup, optimisation des incidents. Par exemple, on fait des modes opératoires 3D. Les modes opératoires 3D, moi j'ai fait une formation avec Clément Valente en France, en ligne. Bon, je n'ai jamais eu l'occasion d'appliquer parce que le BIM n'est pas très exigé, encore voilà. Donc, et on a vu comment on peut faire un mode opératoire en 3D. Donc, on n'est plus là à écrire des papiers de mode opératoire comme on fait sur chantier, mais on le fait en 3D. Les gens voient réellement comment on a mis l'échafaudage, comment on a mis les trucs de sécurité. Donc, l'HSE est dans le BIM. Oui, c'est ça le BIM 8D, je crois. Oui. La sécurité. Oui, je crois. Le BIM 8D. Oui, voilà. On ajoute le volet sécurité. Non, on ajoute le volet sécurité et ça permet à l'HSE de voir le mode opératoire, ça permet les gens de voir le mode opératoire, à les gens contracteurs de voir le mode opératoire. Donc, on gagne en termes de sécurité de chantier. Oui. On limite les accidents de chantier. Et maintenant, après avoir exécuté le chantier, on a rapidement le fichier de recollement. Parce que ce qui s'exécute se met à jour au fur et à mesure sur le data. On extrait facilement le fichier de recollement et ça permet de constituer le DOE rapidement. Le dossier des ouvrages exécutés. Voilà, super. Rapidement et de pouvoir livrer le bâtiment rapidement. Et ce dossier des ouvrages exécutés est très utile pour le DIO, c'est-à-dire le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Donc, le dossier de maintenance de l'ouvrage. Oui. Donc, ça passe là même maintenant au BIM exploitation. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment. Tout est coordonné. Oui, tout est coordonné. Donc, c'est vraiment passionnant. Et puis, voilà, j'ai aussi fait une conférence de réforme. Toujours du BIM. J'ai démontré un peu comment le BIM, surtout le BIM 6D, peut être utile pour les agences immobilières. Pour cette partie de l'exploitation. Vous avez un département de gestion immobilière. Voilà. Comment le BIM aussi, voilà. Comment
On parle du BIM 6D. Non, le BIM 6D, ça c'est la gestion de l'énergie. L'énergie, Voilà. ouais. Le BIM 7D, 7D, ouais. voilà, La maintenance, ouais. voilà, peut aider les entreprises du secteur de l'immobilier Ouais. qui gèrent des maisons Ouais. à optimiser leur gestion. Oui, et déjà, c'est en termes de maintenance de l'ouvrage. Si l'ouvrage est toujours de bonne qualité, il y aura toujours des clients, il y aura moins de perte de temps en termes de réparation, tout ça là. Quand je prends l'exemple du mémoire qu'on a fait avec l'ingénieur Martial, en modélisant les bâtiments de l'IRM, Sonachu, en les mettant sur la plateforme de BIM exploitation, élément par élément, on a pu programmer de manière périodique l'intervention. Tous les 3 mois, on intervient sur le bâtiment. Et l'intervention du bâtiment, ce n'est pas nous qui intervenons. Nous avons des sous-traitants qui font la maintenance. Donc, tous les 3 mois, un mail part au sous-traitant pour dire tel bâtiment doit être entretenu au niveau de l'électricité, doit être entretenu au niveau de la plomberie, au niveau de la peinture. Donc, quand il fait son diagnostic, il envoie un mail avec son devis. Et on ordonne maintenant la réparation, il fait la réparation. Et là, on a une historification de tout ce qui se fait. Voilà, des maintenances effectuées. La maintenance effectuée, voilà. Et comme dans chaque maison, on a des agents immobiliers qui passent de temps en temps, où on a des locataires qui sont là. Oui. Les locataires peuvent appeler les agents immobiliers ou bien appeler directement la direction de gestion du patrimoine Oui. pour dire attention, on a une fenêtre qui est cassée, on a une dalle qui coule et tout ça là. Et là, on fait une intervention. On envoie juste un mail à ce fournisseur-là. Donc, c'est un mail extraordinaire, qui n'est pas un mail périodique, pour dire voilà, vous pouvez intervenir à tel moment, il y a tel endroit, il va constater, faire la réparation. Donc, ça permet. Et quand il fait la réparation dans le logiciel, on met en même temps ce qui est réparé et ça. Il répond, donc il répond et puis on enregistre, il nous répond par mail, on enregistre, voilà, la réparation est intervenue à tel moment, on a fait ça coûter telle chose, donc on ne peut pas changer la même lampe qui a la fiche technique qui doit durer 1 an, avant 1 an. Peut-être parce qu'il doit avoir un problème, soit c'est cassé, soit c'est quelque chose. Donc, il y a la fiche technique, il y a certaines de choses qui sont renseignées dans le BIM exploitation et ça permet aux propriétaires d'avoir un bâtiment entretenu. Vous voyez un bâtiment de 10 ans, vous avez l'impression qu'il a été construit il y a 3-4 ans. Oui. Parce que c'est bien entretenu, Bien entretenu. il n'y a pas des choses qui sont... Moi, j'ai vécu une expérience au CHU à notre grand hôpital. Je n'ai pas dit malheureusement ou heureusement, mais Dieu a voulu que je passe par là parce que j'avais un proche qui passait par là. Et j'ai dormi là-bas pendant pratiquement 2 mois. Oh. Oui, pendant pratiquement 2 mois. Ça s'est bien terminé, ça a été un bon moment. C'est vrai, c'était des moments de douleur, mais c'était un bon souvenir parce que ça s'est bien soldé par une guérison. Voilà. Et donc, c'était vraiment la joie. Mais il faut dire que pendant les 2 mois, j'ai dormi dans un local VIP dont les PCL étaient cassés. Et la clim était allumée. Donc, chaque fois, il y a fuite. Oui, fuite de voir. Et j'ai dit, on a montré ça aux gens qui venaient, les soignants, mais ce n'est pas leur métier. Et vous voyez, ils viennent sauver quelqu'un qui est en danger de mort. Donc, ce n'est vraiment pas l'important pour eux. Oui. Quand vous dites, écoutez, il y a une fenêtre, même vous-même qui suivez les malades, vous n'avez pas envie de répéter ça. Voilà. Parce que vous êtes là pour sauver quelqu'un. Donc, après, je me suis dit, mais dis donc, il y a de l'énergie qui ne fuit pas ici. Oui, c'est ça. Mais personne n'est venu remplacer la lampe. Ça le met clean, mais ça sort tout le temps. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans le Bénin. Il y a du travail qui peut consommer tous les ingénieurs du Bénin. Oui, Pour peu qu'ils soient formés de manière spécialisée dans chaque domaine. dans chaque domaine. Voilà. Oui, ça y est. Et voilà. Et ça évite, le BIM exploitation évite aux propriétaires ou aux agents immobiliers de passer chaque fois dans la maison pour dire je vais vérifier, je fais des inspections. Non, non, non. Il ne passe plus. Le locataire juste envoie une information, appelle, on envoie un mail, on intervient, on fait les rapports, là son rapport, et puis c'est terminé. C'est terminé. C'est Voilà. soft en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a l'archive des réparations qui sont là. Ça vient pas dire qu'il répare une maison aujourd'hui il y a 1 an. 2 ans après, il n'a plus l'archive de réparation. Il a déjà acheté quelque part. Voilà. Et puis, il ne sait pas ce qu'on a réparé, quel est l'historique. Quel historique qui n'a pas ça? Il n'a Voilà, pas ça. il n'a pas ça. Alors que l'historique lui permet d'intervenir beaucoup plus efficacement, ultérieurement. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. OK. Si vous avez un message à envoyer au gouvernement, pour celui qu'on sait, et pas ça, moi je pense que s'ils font ça, ce sera mieux. Quand on dit, je ne vais pas parler et avoir peur après. Quel message vous avez envoyé, surtout aux autorités contractantes des marchés, pour ceux qui concernent le BIM, d'exiger qu'on ait le BIM dans la conception déjà
et même l'entreprise qui va gagner puisse, que ce soit les groupes de contrôle, tout ça, dès que le BIM dans le projet. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a commencé par exiger ça dans certains projets. J'aurais appris que la CIMO a plusieurs projets qu'il pense exploiter en BIM. Quand elle disait qu'il y a un maître d'œuvre qui fait appel au BIM manager, c'est d'eux que je parlais. Voilà. Et tous les projets que ce soit d'eau ou bien système matériel, voilà. Ils ont chaque fois pour chaque site un BIM manager. Un BIM manager, voilà. Donc, moi je pense que c'est déjà un effort du gouvernement, mais je voudrais qu'on puisse réunir les BIM users comme nous, vous, passionnés, d'autres acteurs, que nous puissions réfléchir à comment exiger le BIM dans un horizon donné à tous les marchés publics, pour nous permettre de nous développer, de nous former, parce que tant qu'on n'a pas exigé, on va toujours continuer à travailler de manière classique, on va pas se développer, on va rester obsolète. Et il y aura une grande fossée entre le Bénin et le reste du monde. Oui. Donc, il faudrait qu'on exige, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faudrait qu'on travaille avec un nouveau mindset, qu'on soit dans le numérique. C'est que le gouvernement actuel fait beaucoup pour le numérique. Il y a CMCT, il y a les ministères du numérique, il y a beaucoup de choses qui se font pour le numérique. Donc, il y a des écoles du numérique, il y a plein de trucs. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse. C'est vrai, au ministère, il y a beaucoup de cadres qui vont réfléchir à ça, mais il faut associer les privés. Oui. Nous sommes les privés. Il faudrait que nous ayons aussi notre part dedans. Oui, bon, c'est ça. Nous souffrons beaucoup, c'est difficile. Moi, aujourd'hui, bon, je peux pas. Les gens me demandent, mais pourquoi vous ne donnez pas des subventions? Je demande des subventions à l'État, pourquoi? Il va venir m'aider à faire quoi? Il faut que je me batte pour trouver de l'argent pour pouvoir avancer. Maintenant, s'il trouve que bon, il y a des jeunes qui sont passionnés, qui sont talentueux, qui veulent faire la chose, il peut leur dire, bon, voilà des conditions d'accès au marché. Donner tel pourcentage aux locaux, même si c'est des petites entreprises qui n'ont pas de grand chiffre d'affaires, j'exige que vous leur donnez tel pourcentage, qu'il y ait un accompagnement au niveau des banques à leur niveau, parce qu'il faut que les banques nous accompagnent pour qu'on puisse vraiment réaliser les choses, rentrer dans les fonds. Nous, on va travailler correctement, de manière professionnelle, et donner des résultats extraordinaires. Le gouvernement sera étonné de voir au Bénin des gens à la peau noire qui font des merveilles, qui font mieux de merveilles que même les gens à la peau blanche. Voilà. Je n'ai rien contre eux, mais c'est pour dire que nous sommes capables de beaucoup plus. Faire les mêmes choses, beaucoup plus. Beaucoup plus. On va quand même faire beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, c'est de créer un cadre de réflexion où nous allons réfléchir ensemble pour le passage au BIM. Nous passons au BIM dans un horizon très proche. Et là, on va avoir des mesures d'accompagnement pour les cabinets, les formations, les lycées, les cabinets d'architecture, les cabinets, les entreprises, pour qu'on puisse passer au BIM. Et aussi passer au BIM exploitation pour le patrimoine de l'État. Oui. Parce que personne ne pense à la maintenance. Bon, pardon, quand je dis personne, je suis radical, c'est faux. Les gens pensent à la maintenance des ouvrages de l'État. Mais le volume est faible. Oui, parce que l'ouvrage, l'État a beaucoup de patrimoine. Mais quand on voit ça, c'est délabré. Oui, l'État a beaucoup de patrimoine. Donc, aujourd'hui, il faut encourager. L'État a beaucoup de patrimoine. L'État, même si aujourd'hui l'État se lance dans le BIM, il ne peut pas entretenir tout son patrimoine. Il faut donner une part au privé. Voilà. Mais ce privé, il faut le soutenir. Nous, on a de maigres moyens. Il y a une agence, je sais, je crois, agence de gestion des patrimoines de l'État. Oui. Il y a ça. Oui, Mais qu'est-ce qu'ils font? NPT, je crois. Oui, il y a ça. Il y a une agence comme ça. Mais bon, ils sont là, mais malgré ça. Ils font beaucoup de travaux. Je n'ai pas trop fouillé parce que je n'ai pas eu le temps, vu que j'ai la tête et les pieds, les mains liés dans un projet. Je n'ai pas eu le temps de fouiller, mais ils font quand même beaucoup de choses pour le patrimoine de l'État. Ils réhabilitent les musées, ils réhabilitent les centres, les sites touristiques. C'est très dynamique. Et ils font beaucoup de construction aussi. Mais aujourd'hui, il faut aussi penser à la maintenance. Je crois aussi qu'un temps, ils ont parlé de maintenance. Je n'ai pas l'information. Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Je suis vraiment sous-informé sur ce domaine-là. Mais je sais avec conviction ferme aujourd'hui qu'en termes de maintenance du patrimoine de l'État, il y a encore beaucoup à faire. Et nous, les privés, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas préparés, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On est prêts. On est prêts. Il faut nous consommer simplement. On a des partenariats avec des Béninois qui sont à l'extérieur,
qui sont tantôt au Canada, tantôt en France, tantôt en Tunisie, des Béninois qui vont venir travailler avec nous pour pouvoir entretenir ça. Et si on a des surfaces entretenues, si on a 1000 mètres carrés à entretenir pour l'État, bon, ça va. Oui. Ça fait 2000 mètres carrés, c'est encore meilleur. Donc, chaque entreprise va avoir voilà, sa part. Et là, ça va renforcer le secteur privé qui aussi contribue quand même au développement et contribue aussi au financement des projets de développement de l'État, au financement de l'État. Donc, je pense que si j'ai beaucoup parlé, et si j'ai un truc à lancer, un cran à lancer à l'État, c'est de penser au numérique dans le secteur des bâtiments. Il y a le numérique partout, il y a les dématérialisations, les plateformes et tout. Il faut aussi tester des bâtiments. Il faut une ingénierie du numérique pour le bâtiment et encourager les entreprises à beaucoup plus adopter le BIM dans leurs projets. Dans leurs projets. Oui. Et tout ça, ça peut. Moi, je pense que la seule chose qu'on peut exiger, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous voyez, bon, je vais mal parler sur ce point. Quand on parle de permis de construire, on dit qu'il faut qu'il y ait la signature d'un architecte, d'un ingénieur. Et ça veut que quelqu'un fait son plan proprement. Et ça, moi, je dis quoi? Quelqu'un fait son plan proprement. Il est issu du BIM dans tout. C'est lui qui fait tout. Mais comme il est soit ingénieur, mais il n'est pas architecte, il va avoir un architecte. Moi, je pense que si on numérise le secteur du bâtiment, sauf que même si pour homologuer les diplômes, il peut y avoir un certain nombre de certifications, des BIM users, de sorte que quand quelqu'un va dire que toi, tu es lead manager, tu tout fait, tu peux signer permis de construire. Indépendamment de ton diplôme. En France, il y a le master en BIM. Et les gens sont même pas des ingénieurs, des techniciens. Ils peuvent avoir bac D et ils sont BIM managers. En France, c'est ça. Les BIM managers sont les gens qui ont le master en BIM. Donc, c'est comme une filière à part entière. Une filière à part entière, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils font des formations en architecture. C'est ça, oui, en ingénierie. Du cycle. Tu vas être BIM manager sans savoir le projet de construction. Voilà pourquoi ils ont cette autorisation, certainement, parce qu'ils ont un background architectural ou et ingénierie. Oui. Voilà, donc ça fait que ils sont complets. Ils sont complets. Si les gouvernements, parce que c'est pas les gouvernements seuls qui ont regardé ça, si les gouvernements, à leur niveau, mettent en place des examens, ou bien des examens, des concours, ou bien des procédures de certification, soit que tu sois technicien, ingénieur ou architecte, tu as une certification en tant que BIM manager. Et comme ça, tu peux signer des permis de construire. Et on va exiger que chaque permis de construire, le projet soit sur le BIM. On va mener un projet où l'architecte a travaillé de son côté, l'ingénieur a travaillé de son côté, et on permet de construire. Ça coûte de l'argent au client, les projets tuent des mois, il y a des erreurs. Donc ça, je réponds à la question que je me suis posée. Il faut que les autorités pensent à ça. Il faut qu'il y ait des réformes dans ce sens. Dans ce sens. Et je pense que s'ils font ça déjà, ils ont déjà pensé au numérique dans le BTP. Oui, c'est ça. C'est genre de réforme, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, c'est la législation. La législation, mais il faudrait que la législation, comme j'ai dit, soit précédée par des mesures, par un planning de passation, parce que c'est difficile. Aujourd'hui, pour qu'un cabinet passe au BIM, c'est minimum 2 ans. Qui passe au BIM, qu'on soit sûr qu'elle va passer au BIM, c'est minimum 2 ans. Parce que le niveau de maturité des entreprises aujourd'hui, maintenant, on va dire c'est 0. Oui, donc il faudrait qu'on forme un noyau au sein qui soit des noyaux d'experts BIM qui vont travailler avec lui, qui vont faire des expériences pour qu'il passe vraiment au BIM. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, qu'on laisse du temps, qu'on envoie des mesures d'accompagnement, etc., pour que ça puisse venir. Et là, la législation va imposer les choses et l'environnement va changer. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que il faudrait que nous puissions encourager les associations dans le BTP. Le BTP, c'est le parent pauvre en association. Vous voyez, il y a l'ordre des ingénieurs que je remercie ou que je félicite pour tout ce qu'ils font, mais c'est encore plus en termes d'association. Il y a beaucoup, nous sommes le parent pauvre en termes d'association. Tout récemment, nous avons une association
d'aspect immobilier qui a commencé par prendre forme. Bon, je traite peut-être des secrets de polichinelle, personne n'est en travaux pour le moment. Bon, mais nous sommes les parents pauvres en termes associatifs. Donc, il faudrait qu'on arrive à encourager la vie associative au niveau du BTP, les fédérations, des BIM managers, des ceci, cela, des planificateurs, des économistes, des qualiticiens. Nous aussi, on peut faire ça. Voilà. Non, ça, c'est pas pour l'État. Je parle de nous-mêmes, les cadres du BTP. D'accord, nous, on est tellement chargés par le pain quotidien. Oui, parce que tu es au chantier ici. Oui, il faut manger. Dans le nord. Voilà. Donc, ça veut on dire court derrière manger. On n'arrive pas à penser à ça. Voilà. Donc, mais il faudrait qu'on y arrive. Que ce soit l'héritage que nous avons laissé pour la génération qui vient, qu'il y a des vies associatives, même embryonnaires, qui vont développer. Par exemple, l'association des qualiticiens en BTP. C'est très bon. L'association des économistes du BTP. L'association des planificateurs du BTP. L'association des BIM coordinateurs, des BIM managers ou des BIM coordinateurs ou des BIM users simplement du BTP. Petit à petit, ces associations-là vont établir des cadres des cadres de fonctionnement, des processus qui va drainer tout le monde, à entrer dans la chose de manière efficace. Ça se voit un peu. Oui. Donc la vie associative permet aussi de former les cadres et de les orienter dans un domaine. Et d'avoir une fédération autour de tout ça. Des thématiques données en fait. Voilà, oui. D'accord. Ok. Je pense qu'on s'est adressé aux autorités, on s'est adressé aux professionnels. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, si votre entreprise doit accompagner une entreprise pour des projets BIM, parce que TABIM, c'est l'un des départements de votre groupe. Quel message vous avez envoyé à ces entreprises qui aimeraient se faire accompagner, pas en formation forcément, mais dans leur projet? Oui, qui n'hésite pas, parce qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de consultants africains, pas expatriés. Nous travaillons beaucoup plus avec les Africains et beaucoup plus avec les Béninois avec nous, qui nous permettent de les accompagner efficacement. Mais qui n'hésite pas à nous contacter pour qu'on puisse les accompagner sur le projet BIM. C'est un peu coûteux, le BIM, c'est un investissement. Donc, s'ils ont de grands projets, je pense qu'ils peuvent amortir cet investissement-là. Donc, qu'ils n'hésitent pas à oser. Je pense qu'il faut qu'ils osent. Qu'ils osent. C'est ce message-là que je peux leur apporter. Ok, voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. C'était un entretien assez long, mais vraiment enrichissant. J'espère que vous êtes restés là jusqu'à la fin. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.